chers membres de la CGC, chers membres des offices cantonaux, je suis Nicolas Steb, chef de projet à la CGC, au centre opérationnel de la CGC. Je viens vous présenter aujourd'hui les webinaires GeoBIM qui vous seront présentés cet automne. Ces webinaires ont été organisés par le groupe de travail GeoBIM de la CGC. Je vais dans un premier temps vous indiquer un certain nombre de généralités sur les webinaires. Par la suite, je donnerai la parole à Ophélie Vincendon, qui est responsable du programme BIM à l'État de Genève, et je reviendrai par la suite vous donner des détails plus pratiques sur les webinaires. Alors là, je ne nous présente pas pour nos membres, je nous présente pour les offices cantonaux qui nous connaissent moins. Alors qui est la CGC? La CGC, c'est la Conférence des services cantonaux de la géo-information et du cadastre. La CGC, alors ça c'est un texte qui est tiré des statuts. La CGC, elle encourage la collaboration, coordonne l'accomplissement des tâches des cantons dans le domaine de la géo-information et harmonise entre eux les intérêts supérieurs des cantons en lien avec la géo-information. La CGC, elle dispose d'un comité directeur. Ce comité directeur, il élabore un plan d'action et le centre opérationnel dont je fais partie vise à la bonne application, la bonne mise en place des actions du plan d'action. Ce plan d'action est auparavant soumis à l'Assemblée générale de la CGC pour vote, également soumis à la DTAP. Voici l'adresse de notre site internet. Nous avons un site internet en allemand, en français, et à l'automne il sera également disponible en italien. Je parlais précédemment du plan d'action. Nous avons entre 15 et 20 actions dans ce plan d'action, et une s'appelle le GeoBIM. Je vous ai mis 2 captures d'écran, alors c'est pas l'action complète. Si vous voulez la lire au complet, il va falloir la chercher, aller la retrouver sur notre site internet. Et voilà. Il se passe beaucoup de choses sur le GeoBIM, que ce soit au niveau des pouvoirs publics, au niveau du secteur privé, au niveau plutôt local, au niveau plutôt national. Et par ailleurs, cette action, alors elle s'inscrit, on va dire, en parallèle de la stratégie suisse pour la géo-information. Il y a une action qui est l'action 124 de la stratégie suisse pour la géo-information, qui est de faire le lien entre le BIM et les géodonnées. Une définition du BIM, je ne vais pas la lire, ça reviendrait juste à lire ce qui est écrit. Donc si vous souhaitez la lire, vous pouvez mettre sur pause. Je vais par la suite passer au GeoBIM. Voilà, le GeoBIM qui est l'aspect, le pendant géographique du BIM. Voilà. Pourquoi la CGC, pourquoi aujourd'hui promouvoir le BIM et le GeoBIM? Ici, je fais référence à l'action de notre plan d'action du GeoBIM. Je reprends la situation initiale. Le BIM prend son essor en Suisse dans le monde du bâtiment et des infrastructures. Les géodonnées des offices cantonaux doivent pouvoir être utilisées en mode BIM par les acteurs de la construction pour l'urbanisme, les permis de construire et les chantiers. Les données des maquettes venant du BIM doivent pouvoir enrichir les géodonnées et permettre la création des jumeaux numériques de notre territoire. Donc ça, voilà, c'est essentiel et ça indique cet échange bilatéral. Le BIM, alors voilà, pourquoi aujourd'hui on parle autant du BIM, de ce mot BIM, pourquoi on l'entend partout? Eh bien parce que le BIM, il y a beaucoup d'espoir avec le BIM. Ça correspond à la numérisation tant attendue dans le secteur de la construction. Alors, le secteur de la construction reste au demeurant un secteur très dynamique, mais du fait de certaines choses, de la complexité de ce secteur, la numérisation n'a pas été aussi simple que dans d'autres secteurs. Et le BIM, voilà, c'est ce qui va pouvoir permettre cela. Donc là, vous voyez un graphique où on voit la construction tout en bas au niveau de la numérisation par rapport à d'autres secteurs. Et le problème, voilà, de ne pas avoir de numérisation, c'est quelque chose qui a également
la numérisation a permis un gain de productivité dans tous les secteurs, et de ce fait, la construction en a pâti, et la productivité a très peu évolué, que ce soit dans les dernières années ou les dernières décennies. Les webinaires, alors pourquoi aujourd'hui nous faisons des webinaires? Alors au cours de l'année 2021, nous avions réalisé une enquête que nous avions distribuée dans les différents cantons, que les cantons avaient distribué dans les différents offices. Il était ressorti beaucoup de choses de ces questionnaires. Une importante, et voilà, le pourquoi de ces questionnaires, c'est qu'il y avait un désir d'information. Il y a un désir d'information, il y a le désir d'en savoir plus aussi sur certaines choses, et nous allons essayer de couvrir ces thèmes dans nos webinaires. Voilà. Je vais pour l'instant alors laisser la parole à Ophélie Vincendon, qui va vous faire parler plus en détail du BIM et du GeoBIM, et elle va également vous faire quelques démonstrations. Je reviendrai par la suite vous donner quelques détails plus pratiques sur l'organisation des webinaires. Qu'est-ce que le BIM ? Avant de parler de BIM, il faut parler de comment était un projet avant le BIM et comment il est maintenant avec. Donc, un projet avant le BIM, nous avions de multiples plans, de multiples documents et de nombreux classeurs qui s'empilaient. Le BIM nous permet de s'affranchir de tout cela et d'avoir une maquette numérique BIM compilée qui contient toutes les informations du projet et qui est contenue dans un ou plusieurs fichiers IFC, dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que le BIM ? La définition exacte de BIM, c'est Building Information, et je reviendrai après sur le M. Donc, building au sens de bâtir, mais de bâtiment et de bâtir, l'acte de construire. Le I pour Information, pour les informations du projet, c'est le terme le plus important dans le BIM. Et ensuite, nous avons 3 définitions pour le M, avec la première qui est le modèle, le fait d'avoir une maquette numérique BIM, donc de modéliser. La deuxième définition, c'est modeling, donc le fait de mettre en place une méthode pour les projets, donc de transformer, de transposer le processus d'un projet dans un processus en BIM. Et enfin, le troisième M pour management, de mettre en place une organisation humaine BIM. Avant, les interactions entre les personnes étaient des interactions bilatérales, entre par exemple l'architecte et l'ingénieur structure. Et avec le BIM, tout le monde parle le même langage. On a le langage commun du BIM, une maquette au milieu, et tous les échanges sont unilatéraux. Un projet BIM, on parle tout le temps de la 3D. La 3D n'est pas le plus important dans le BIM. C'est la donnée qui est effectivement complétée par de la 3D. Donc, un projet, une maquette BIM est constituée d'objets avec effectivement une représentation 3D de ces objets, comme vous pouvez le voir à gauche. Mais ces objets-là ont toute une série d'informations qui les caractérisent et ils sont construits dans une structuration qui est toujours la même dans un projet BIM, avec le projet, qui est le projet en tant que tel, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, le site qui représente le terrain sur lequel est bâti le projet, ensuite le building, le bâtiment, les étages, les niveaux, level, et ensuite des pièces, donc les locaux, et les éléments constitutifs du bâtiment, comme une porte, une fenêtre ou que sais-je. Et un projet BIM, donc une maquette IFC, comme je vous le présenterai tout à l'heure, qui est l'équivalent du PDF pour une maquette BIM. Ce PDF-là est un élément figé à l'instant T, qui permet de représenter le bâtiment donc à l'instant T. Et pour le faire vivre en même temps que le vrai bâtiment, nous pouvons l'agrémenter de plusieurs éléments, comme des relevés photos, des relevés de présence ambiante par exemple, également des fiches techniques,
qui nous permettent d'aller chercher des informations sur les différents éléments. Et pour faire vivre la maquette et avoir un avatar numérique du bâtiment ou de l'infrastructure, nous pouvons nous connecter au capteur connecté, ce qui est IoT, donc Internet des objets, et avoir l'avatar numérique du projet ou du bâtiment ou de l'infrastructure qui vivent en même temps que ce dernier. Des termes également importants, ce sont les dimensions du BIM. Ces dimensions sont au nombre de 5 au niveau normatif. Donc la première dimension, c'est la 3D, donc les troisième dimension. Donc on a une maquette 3D. Tout le monde connaît un peu la 3D. La quatrième dimension est celle qui comporte la temporalité, la planification. Donc on peut rajouter une notion de temps dans nos objets qui nous permettent de construire ou de planifier notre projet en numérique. La cinquième dimension est celle qui contient les coûts, les quantitatifs. On va pouvoir faire des extractions de quantité, etc. La sixième dimension est celle qui définit le développement durable et l'énergie. Et enfin, la septième dimension, qui est très importante, est celle qui définit le facility management ou l'exploitation-maintenance. Chacune de ces dimensions peuvent être utilisées sans avoir la précédente. On peut utiliser la cinquième dimension sans utiliser la quatrième, par exemple. Le BIM concerne tout le cycle de vie d'un projet, et tous les cas d'usage se situent sur tout le cycle de vie d'un projet, même si il est plus important sur la dernière phase, qui est la phase de maintenance, d'exploitation-maintenance, qui représente 75% des coûts, d'où l'intérêt d'avoir un patrimoine qui est bien connu sur cette phase-là, qui nous permet d'améliorer nos coûts sur nos projets. Si je rentre un petit peu dans les détails à présent pour vous présenter les différents cas d'usage que nous pouvons avoir dans les différentes phases du cycle de vie du bâtiment, la première, c'est lors de la phase de planification-communication. Nous pouvons réaliser des études d'urbanisme ou d'implantation, ce qui nous permet de visualiser le projet ou l'esquisse du projet dans son futur environnement. Également les études de planification d'aménagement intérieur, qui nous permettent de se rendre compte de combien de logements nous allons pouvoir avoir, de comment on va positionner nos éléments dans l'espace, etc. Et également les rendus réalistes et la communication qui permettent aux promoteurs de promouvoir leur projet et de montrer comment il va rendre en réalité. Si on passe maintenant sur la deuxième phase, la phase des études de conception, donc le BIM nous permet de faire tout un tas d'études, notamment les études thermiques, les études structurelles, mais également les études de traçage fluide, afin de visualiser comment les réseaux vont passer dans l'espace. C'est tout l'intérêt de la 3D, ces études de traçage fluide peuvent être faites effectivement avec de la 2D, mais avec le BIM et avec la 3D, c'est grandement amélioré. Si on passe maintenant sur la troisième phase, les études d'exécution ou les travaux, le BIM permet de faire des études de synthèse, de regarder les lots qui pourraient potentiellement rentrer en collision, comme par exemple les lots de réseaux de traçage fluide et les lots structurels, et de se rendre compte avant la construction ce qui risque de poser problème. Également de faire des extractions de quantité, de pouvoir savoir combien de béton il va falloir commander, il va falloir réaliser, combien de portes de telle dimension, de tel type il va falloir commander et réaliser, faire passer nos commandes, etc. Et également réaliser de la réalité augmentée sur chantier, par exemple, pour pouvoir se rendre compte de comment le futur, la phase suivante du projet dans l'exécution va être, ou également de vérifier que la réalisation qui est en cours correspond bien à ce qui avait été projeté. Enfin, sur la dernière phase, qui est l'exploitation-maintenance du bâtiment, nous allons pouvoir aller dans un local technique, par exemple, et aller interroger des fiches techniques d'éléments pour pouvoir faire du remplacement si un élément est à remplacer et fuit ou des choses comme ça.
Il y a également l'usage de la gestion des assets et des investissements pour pouvoir regarder, simuler et faire avec ces simulations combien on pourrait gagner en économie d'énergie, etc. si on remplace tel ou tel élément. Et également se connecter à tout ce qui est IoT, j'en ai déjà un petit peu parlé, donc qui est sur l'internet des objets, et réaliser un smart building ou smart infrastructure, et de pouvoir savoir, par exemple ici sur cette représentation, quelles sont les portes qui sont ouvertes, qui devraient être fermées. Et enfin, donc c'est toujours un peu sur cette phase d'exploitation-maintenance, on sait que les nouveaux bâtiments représentent uniquement 1% du patrimoine complet, et donc le patrimoine déjà construit représente 99% du patrimoine. Et donc tous les bâtiments qui ont été conçus avec les méthodes traditionnelles, si on veut faire de la gestion d'exploitation-maintenance en BIM, il va falloir faire de la rétro-ingénierie afin de récupérer ces projets-là et de les modéliser en 3D et avec du BIM pour pouvoir avoir toutes les informations. Si on rentre maintenant un peu dans le détail, au niveau des formats, on a toute une série de formats standards du BIM, avec le format IFC qui est le plus utilisé, qui est un format isonormé, qui est géré par Building Smart International. Un deuxième format qui est un peu plus orienté ville et orienté territoire, géo, est le format du CityGML, qui est également normé. Et nous avons un troisième format, le format COBie, qui est beaucoup plus utilisé dans les pays anglo-saxons, et qui est un Excel qui contient l'entièreté des informations du bâtiment sans avoir la 3D. De ces trois formats de modèles se rajoute un format de commentaire, qui est le format BCF, BIM Collaboration Format, et ce format-là nous permet de faire des post-it sur la maquette et de pouvoir géoréférencer, géolocaliser nos commentaires et nos différentes remarques. Ensuite, si on parle de définition de niveau de détail, donc tout ce qui est LOIN, LOD, LOG, LOI, ce sont des définitions, avec le LOIN qui est les exigences d'information, le niveau de détail requis, le LOD qui est une combinaison entre le niveau de détail géométrique, LOG, et le niveau d'information, LOI. Donc si je prends un exemple, donc ces différents niveaux sont sur une échelle de 100 à 500. Donc si je prends l'exemple de la porte, par exemple, le niveau de détail graphique se représente, comme vous voyez ici à l'écran, entre 100 et 500. 100, c'est une esquisse très, très simplifiée de la porte, juste les dimensions hors tout. Et si on augmente et qu'on va jusqu'au plus précis, le lot 500, nous avons jusqu'à la visserie de la porte. Donc ensuite, les niveaux d'information, donc les LOI, on a tout un tas d'informations que l'on peut prendre, qui est également représenté sur une échelle de 100 à 500. Et donc je disais tout à l'heure le LOIN, donc les niveaux de détail, les exigences de niveau de détail. Donc on va définir que par exemple pour la porte, on va se mettre en niveau de détail graphique de 300 et on va prendre les éléments que vous voyez ici entourés en rouge, la surface, les matériaux, la couleur, les éléments qui nous sont importants pour l'analyse et pour notre utilisation future de la maquette. En Suisse, nous avons actuellement 2 normes pour le BIM, enfin une norme et un document complémentaire. La norme SIA 2051, qui est la base pour l'application de la méthode BIM, qui explique comment utiliser la méthode BIM, et le document complémentaire qui est la SIA 1001/11, qui est la convention complémentaire, qui est, si vous voulez utiliser le BIM sur un de vos projets, comment écrire une convention, comment écrire un document indiquant comment vous allez utiliser le BIM sur ce projet-là avec vos partenaires. Rapprochement BIM-SIG, pourquoi ? Alors, avant de parler de rapprochement, il faut parler des différences pour pouvoir comprendre pourquoi on fait tous ces rapprochements. Le monde du SIG et le monde du BIM ont un certain nombre de différences que je vais vous présenter. La première, c'est le fait que le SIG soit très orienté territoire,
alors que le BIM, lui, est orienté projet. C'est-à-dire qu'on a tout le cycle de vie du projet et on a un projet. Le SIG, lui, est également orienté au niveau horizontal. On a tout l'environnement horizontal. Le BIM est très sur la 3D, donc les ouvrages et les installations verticales. Le SIG, de par son essence et de par son histoire, est orienté base de données. Alors qu'en BIM, nous avons des fichiers qui se combinent pour faire un projet. Le monde du SIG est sur une échelle territoriale, alors que l'échelle du BIM, c'est l'échelle du bâtiment ou de l'infrastructure. Les relations spatiales sont très prédominantes dans le SIG, de savoir quelle couche est en relation avec quelle couche, alors que le BIM, c'est la coordination multimétier qui prédomine, de savoir comment s'intègre l'architecture avec les réseaux fluides, par exemple. Le SIG a un faible niveau de détail géométrique, alors que les détails géométriques et sémantiques sont très très développés dans le BIM. On peut aller jusqu'à la visserie. Et enfin, au niveau du SIG, on a le contexte qui est omniprésent, qui est le but du SIG. Au niveau du BIM, le bâtiment peut être isolé sans aucune interaction avec son contexte. Donc après avoir parlé de toutes ces différences, pourquoi faire cette convergence? Donc si on parle au niveau de l'échelle, la géométrique ou les SIG, ça part de la plus grosse échelle, c'est le monde en entier, et ça va jusqu'à la plus fine, qui est le bâtiment. Au niveau du BIM, ce qui est marqué ici comme architecture, l'échelle la plus grosse, c'est le bâtiment, et on va jusqu'aux composants, jusqu'au plus petit élément qu'il y a dans le bâtiment. Et le but du BIM, c'est de faire converger ces deux choses, et donc d'avoir les détails qui sont importés du BIM et la mise en contexte grâce au SIG. Maintenant, si on regarde l'apport de chaque monde, puisqu'on a vu toutes ces différences, donc maintenant, à quoi servent ces convergences? Donc le SIG apporte tout ce qui est élément de contexte, le BIM apporte tout ce qui est ouvrage 3D, le SIG apporte tout ce qui est structuration de la donnée, qui est historique avec le SIG, et le BIM apporte l'orientation objet, on a des objets avec des propriétés. Le SIG apporte tout ce qui est métadonnées, le BIM apporte tout ce qui est détail, et enfin le SIG apporte les analyses thématiques. On peut par exemple faire une analyse de circulation dans une ville, et le BIM apporte le cycle de vie. On va avoir l'historique du projet, depuis sa conception jusqu'à son exploitation maintenance, et on a tout son cycle de vie. Si on parle maintenant de la convergence de l'information globale du territoire, qui comprend le BIM, le SIG, mais également tout ce qui est l'Internet des objets. Donc ce sont trois mondes qui peuvent cohabiter les uns avec les autres. Donc si on fait cohabiter le BIM avec le SIG, on a le GeoBIM. Si on fait cohabiter le BIM avec tout ce qui est Internet des objets, les IoT, on a un smart building ou une smart infrastructure. Et si on fait cohabiter le SIG avec les Internet des objets, on a tout ce qui est smart city. Et donc, de tous ces mondes et de toutes ces unions de mondes, au centre, on a la data, la donnée. C'est vraiment ce qui est commun à tout et ce qui va être essentiel dans l'utilisation de ces trois mondes. Enfin, si je vous parle des enjeux de la convergence BIM avec le SIG, donc on en a dans différentes phases de projet. Donc une partie sur la planification, que je vous ai un peu expliqué tout à l'heure aussi, donc tout ce qui est étude d'urbanisme, de savoir comment va s'implanter un projet de quartier dans une zone. Également au niveau de la communication, pareil, pour voir comment s'implante ce projet, de communiquer autour de ce projet et de montrer ce qu'il va y avoir. Au niveau des études de conception, de pouvoir faire les études en prenant en compte tout ce qui est terrain, tout ce qui est autour et tout ce qui va interagir avec le projet. Et au niveau des études d'exécution et des travaux, comment on va pouvoir agrémenter les travaux, par où vont passer les camions qui vont amener les matières premières, où on va stocker ces matières, comment ça va s'intégrer dans la ville ou dans l'endroit où se situe le projet. Voilà, comment réaliser ces études en phase travaux,
en ayant toujours en vision le contexte et les éléments extérieurs. Et enfin, sur la phase de gestion d'exploitation maintenance, en fait, de nous amener vers une ville un peu connectée, au sens de connecter tout ce qui est SIG, BIM et IoT, et d'avoir au fur et à mesure un jumeau numérique du territoire qui se construise et qui permette d'avoir ce jumeau qui vive en même temps que le territoire. À présent, je vais vous montrer comment on navigue sur une maquette BIM et ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici, je peux naviguer, pivoter. La structuration est toujours la même, donc comme les définitions. Donc on a ici le site, donc c'est tous les éléments du terrain avec les arbres, etc., le terrain. Ensuite, sous le site, on a le bâtiment, qui est ce bâtiment ici, et on a les différents étages. Si on clique sur un objet, par exemple ce mur, on a les informations associées à ce mur. Donc on sait que c'est un IFC Wall, la catégorie IFC du mur. Et on a toute une série d'informations. On sait que c'est un générique de type 400 mm, etc. Dans cette navigation, on peut également aller, par exemple, je vais afficher mon niveau 3, mon étage 3, et je vais pouvoir rentrer dans mon bâtiment, visualiser donc uniquement mon étage 3, et on peut aller dans un détail de modélisation assez fin. On peut modéliser jusqu'aux aménagements intérieurs, jusqu'au bureau. Et si ici, donc c'est suivant le logiciel, on peut le voir différemment. Ici, on peut rajouter les espaces. Donc c'est des volumes qui ont une série d'informations à l'intérieur. Donc ici, on voit que c'est le bureau 306. C'est donc la catégorie IFC de l'IFC Space. Et à l'intérieur de ces bureaux, donc si ici on navigue et qu'on voit les spaces, à l'intérieur de ce bureau 306, on a bien des différents objets, donc par exemple une alarme, et on a le détecteur incendie qui est ici, et on peut avoir toute une série d'objets. On peut chercher également par typologie d'objets, si vous voulez n'afficher que les walls, il va n'afficher que les walls. Voilà. On peut également, sur un navigateur alors, il faut que j'enlève la recherche, je réaffiche tout, et je vais pouvoir mesurer aussi des éléments sur la maquette. Donc si je veux mesurer, par exemple, la largeur entre mes deux fenêtres, donc je vais me placer ici, entre ce point-là et ce point-là, et je vais avoir des mesures de distance. Donc je peux faire tout un tas d'opérations sur une maquette et analyser ma maquette et mon projet. Je vais à présent vous montrer l'usage principal du BIM, qui est la collaboration. C'est vraiment un des termes les plus importants dans l'utilisation du BIM. Donc ici, nous avons la maquette BIM, toujours, sur une plateforme collaborative. Et l'intérêt de cette plateforme, c'est de pouvoir mettre des commentaires, des BCF, de dire par exemple, ici, sur cette fenêtre, il y a un problème. Donc je vais rajouter une capture d'écran. Donc ça prend le point de vue, ça prend l'objet qui est sélectionné, donc qui est celui-ci. Je valide la sélection et je vais pouvoir dire la fenêtre est mal placée. Mal positionnée. Positionné. Pardon. Hop. Je peux lui mettre un type, si c'est une information, je peux dire que c'est une priorité haute, et puis c'est ouvert. Donc je l'enregistre, je descends, je ne remplis pas forcément tous les champs, je valide, et ici, ma fenêtre mal positionnée est ici. Je vais pouvoir me déplacer, changer de point de vue, même réaliser potentiellement une coupe ou autre, et si je veux revenir sur mon point de vue, je vais cliquer dessus. Ça me montre où il y a un problème et je vais pouvoir voir et ça me remet exactement au même endroit avec une pastille où est positionné, pour dire où est positionné le problème. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir le transmettre à quelqu'un. Je vais pouvoir écrire un commentaire, à toi de le traiter.
Et je peux dire @dit, par exemple. Je publie, et ici le commentaire est apparu. Maintenant, si je change de compte, et que je vais ici sur mon compte DIT, je vais pouvoir revoir exactement la même maquette, c'est le même projet, et ici, je vais voir mon problème, je vais le visualiser, et je vais pouvoir aller le voir, et voir que Ophélie m'a dit que c'était à moi de le traiter, DIT. Donc c'est là où on peut faire de la collaboration autour de la maquette, et c'est ce qu'on appelle le modeling ou le management autour d'un projet, qui sont les deux autres M après la modélisation du projet. Je reviens maintenant avec des détails plus pratiques sur les webinaires. Alors tout d'abord, voilà, quel webinaire choisir, quel webinaire sera fait pour vous. Nous aurons 3 journées, il y aura 11 intervenants sur 3 journées, et les webinaires, ils s'adressent à tous les offices, mais il y a un thème de prédilection pour chaque journée. Alors le premier, le 28 septembre, ça sera les permis de construire et le BIM. Donc a priori, on s'adresse en priorité aux offices des permis de construire. Le 5 octobre, le BIM territoire GeoBIM. Donc là, on s'adresse peut-être un peu plus aux offices de géo-information. Et la dernière journée, ça sera donc gestion d'actifs, bâtiments et infrastructures. Donc là, oui, alors peut-être un peu plus aux offices du bâtiment et d'infrastructure. Voilà, à savoir, il y aura aussi des thèmes qui seront un peu plus généraux. Par exemple, la dernière journée, on va avoir un intervenant d'une grande organisation qui va nous parler de la conduite du changement, en particulier dans le cas du BIM. Donc c'est quelque chose qui peut intéresser tout le monde, en particulier les décisionnaires. Les présentations. Présentations seront dans 4 langues. Prédominance de présentation en langue allemande, ensuite français. Ensuite, nous aurons une présentation en anglais, une présentation en italien. Les slides seront dans la mesure du possible bilingues. Peut-être parfois des intervenants qui parleront en français, qui auront leurs slides en allemand, ou inversement. Vous aurez la possibilité de poser des questions dans votre langue, voilà, a priori du moment que ce soit le français ou l'allemand, et le cas échéant, sera traduit pour l'intervenant. Et dans nos lignes directrices de la CGC, nous avions souligné la diversité culturelle de la Suisse, donc c'est quelque chose de très important. Et voilà, c'est pourquoi nous souhaitons offrir ces webinaires dans plusieurs langues. Très bien, je vous remercie de votre attention et je me réjouis de vous voir bientôt pour nos webinaires qui s'annoncent passionnants.